Bonjour à tous et bonjour à toutes, je m'appelle Olivier Saordroin et je vais vous présenter la dernière partie de mes tutoriaux sur les manipulations hexadécimales. Alors, dans le dernier, nous avions vu la modification des fichiers ainsi que leur lecture. Cette fois, nous allons nous occuper d'un autre composant des ordinateurs que ceux qui se trouvent sur le disque dur. Nous allons nous occuper de ce qui se trouve dans la mémoire vive, c'est-à-dire dans notre RAM. Alors, comme pour le cours précédent, je rappelle que je décline toute responsabilité et que je ne serai pas tenu responsable de toute utilisation à des fins illégales de ce tutoriel. Alors, dans un premier temps, je vais faire un très bref rappel sur la mémoire vive, pour être sûr que tout le monde sache bien de quoi il s'agit. Ensuite, je présenterai les logiciels que nous avons à notre disposition, enfin, deux logiciels disponibles afin d'effectuer ce genre de manipulation. Enfin, je vous expliquerai une recherche et vous ferai une démonstration. Et pour finir, je vous présenterai aussi une modification sur une variable utilisée par un jeu vidéo. Alors tout d'abord, rappel sur la mémoire vive. Alors, la mémoire vive ou RAM, pour Random Access Memory, est une zone de données volatile, c'est-à-dire que tout ce qui est stocké dessus n'est pas fait pour y rester, c'est, disons, une zone temporaire. Et que, normalement, si vous éteignez votre ordinateur, ce contenu est intégralement vidé. Alors, c'est l'inverse du principe des ROM et des espaces de stockage comme nos disques durs. Quand vous utilisez un programme qui stocke des variables, alors si vous vous souvenez, il y a différents types, int, long, char et ainsi de suite. Ces types de variables utilisent un espace plus ou moins grand à l'intérieur de notre RAM, et c'est stocké à l'intérieur de ces fameuses barrettes comme présentées à l'écran. Bon, maintenant passons directement au logiciel. Alors, deux logiciels, dont un que j'ai déjà présenté dans le passé, HXD, et l'autre c'est CheatEngine. Alors, HXD permet d'observer le contenu de la RAM attribué à un processus, de la même manière qu'il permettait d'observer le contenu d'un fichier. Il permet aussi d'écrire des modifications. Alors vous verrez, c'est présenté exactement de la même façon que pour un fichier. Enfin, l'autre logiciel dont je vais parler est CheatEngine. Il s'agit plus d'un logiciel prévu pour viser une variable ou plusieurs en particulier que d'observer un contenu de RAM. Il est plus, il est même totalement orienté modification plutôt qu'observation, on va dire. Il permet d'effectuer des recherches précises et d'isoler des valeurs non constantes. Par exemple, tel que son nom indique, que vous aurez deviné qu'il est orienté triche dans les jeux vidéo, et on pourrait dire que s'il arrive à isoler, par exemple, la valeur du nombre de vies d'un personnage, il y aurait moyen, à partir de lui, de la modifier ou de la friser à une valeur, en gros de la maintenir à 100 en permanence par exemple, ou ce genre de choses. Enfin, attention à l'installation, parce qu'il tentera 2 ou 3 reprises de vous faire installer des saletés sur votre ordinateur. Du style le genre de saleté qui modifie votre page d'accueil, qui vous colle une barre de recherche en plus et des pop-up un peu partout. Du coup, installez lentement, refusez bien toutes ces installations et tout se passera bien, on va dire. Enfin, un autre rappel sur CheatEngine, il est conseillé de ne pas le lancer pendant vos parties en ligne. Je conseille même directement de le fermer intégralement avant toute partie en ligne sérieuse, bien entendu. Enfin, je suis pas là pour vous dire de tricher sur des jeux en ligne, c'est pas bien. Et même si vous ne l'utilisiez pas, il faut savoir que certains logiciels de détection de cheats, alors je pense entre autres à Punkbuster peut-être du côté des jeux de id Software et autres jeux de ce genre, ou encore certains GameGuard sur les MMORPG coréens et autres,
pourrait le détecter et vous considérer immédiatement comme cheater, même si vous ne vous en serviez pas. Alors, là c'est une petite... Alors d'un côté, je montre une image issue de HXD, qu'on lui dit d'ouvrir notre RAM. Il nous montre la liste des processus qu'il détecte et vous pouvez en ouvrir. Par exemple, j'ai ouvert Skype et j'ai trouvé à l'intérieur des petits trucs sympas. Par exemple, en clair, les noms de quelques personnages de Marvel. C'est lié sûrement à une campagne de pub qu'ils avaient fait il y a quelques mois où il y avait eu des avatars en plus d'ajouter. Mais on trouve aussi parfois des extraits de discussion, des adresses ou des noms, enfin ce genre de choses. Cheat Engine de l'autre côté. Alors Cheat Engine, on voit sa process list, de la même façon c'est la liste des processus qu'il peut ouvrir. Et à droite son interface principale. Je reviendrai en détail là-dessus plus tard. Alors on va commencer par les recherches. Ce qu'il faut savoir déjà, de nombreux processus peuvent être étudiés ainsi, surtout quand ils agissent client-side, c'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas énormément avec les serveurs. Car dans ce cas, c'est plus, si vous vouliez savoir ce qui se passe, ce serait plus en étudiant le réseau que autre chose. Ceci peut aussi considérer des processus de machine virtuelle Java, comme java.w.exe, ou de Flash, Flash Player Plugin et ses versions .exe. Un contenu dans un fichier chiffré peut parfois paraître intégralement clair dans la RAM. Ça, c'est assez utile, car en fait, dites-vous que vous voyez un fichier, par exemple, je ne saurais pas dire quel type, mais qui contiendrait, par exemple, un contenu intégralement chiffré, mais qu'un logiciel que vous utilisez déchiffre et utilise. Il est fort possible que ce contenu arrive alors en clair, en intégralité, dans votre RAM, s'il est lu intégralement en un coup par le logiciel. Alors, il peut cependant aussi que des programmes soient suffisamment sécurisés contre l'écriture dans leur RAM déjà, mais aussi contre cette lecture. On peut imaginer qu'il y ait moyen de stocker des données plus ou moins chiffrées en RAM que seul le logiciel arriverait à lire par exemple. Alors, je vais faire une première démonstration. Alors, la démonstration, il va s'agir de découvrir les bonnes réponses d'un quiz en flash. Là, je fais un gros rappel en gros et en rouge. Je rappelle que je ne suis pas responsable de vos actions. De plus, tout usage d'un tel procédé ou d'usage même d'un logiciel tel qu'éditeur hexadécimal ou autre lors d'un examen utilisant ce type de QCM quiz sera considéré bien sûr comme un acte de triche. Alors, je vais faire la démonstration. J'ouvre ici le quiz HTML que j'ai créé. Voilà. Choose the good answer. J'ai fait que des choses comme ça pour le fun. Alors, je vais lancer HXD. Attends qu'il se lance. Ah, il est là, voilà. Alors, on va faire Outils, Ouvrir RAM. Nous voyons donc des Flash Player Plugins. Alors, il y en a deux, faut choisir le bon, on va dire. Je crois que c'est peut-être le deuxième. Je vais ouvrir le deuxième, on verra bien. Alors, on va chercher la question. Choose the good answer. Ouais, j'ai pas ouvert le bon flash. Ouvrir RAM. Ouvrir l'autre. Voilà, là il l'a trouvé. Alors, on va fermer ça. Voilà. Je vais agrandir un peu la vue, sinon on voit pas grand chose. Là c'est un peu trop agrandi, juste en dessous je vais mettre 48. Et je vais me déplacer sur la droite. Alors vous voyez, on a le titre de la question, si les réponses étaient mélangées ou non, je pense. Enfin voilà, on a plein de détails sur le quiz. Le type, tout ça, bon. On va aller directement à ce qui nous intéresse, savoir quelle est la bonne réponse. Alors déjà, là on voit un truc, c'est que ce n'est pas directement indiqué ici, mais c'est indiqué à une autre partie de ce fichier. Alors, je vais mettre
am I the good answer? Voilà. Si je suis au même endroit, ça devrait pas me changer. Si non, je devrais avoir une indication disant si le choix est valide ou non. Alors F3, je vais faire pour passer au suivant. Non. On descend un petit peu. To answer. Voilà, c'est là-dedans. Normalement, statut wrong. Donc c'est une mauvaise réponse. Et il faut chercher à tous les coups statut. Alors je vais me remettre un peu en arrière et chercher statut. Voilà, statut wrong. F3 donc. Statut wrong. Correct. Donc, la bonne réponse était... answer ID correct. Nanana. Alors du coup, faut se baser sur son ID, je pense. Comme on le voit un peu plus bas, ouais. Ouais, en gros, c'est une question d'ID. Je vais prendre cet ID là, du coup. Copier. CTRL F, CTRL V. Alors, est-ce qu'en avant il y a quelque chose? Je ne pense pas. En arrière. Ne pas trouver, d'accord. Il doit me le trouver si je fais en avant ici. Voilà. Pas loin. Et en arrière, non plus. Evaluate choice ID. Peut-être le choix. Je vais remonter un peu en arrière. Là, on avait les textes des questions. Et normalement, l'ID doit être ici. C'est le link ID. Choice ID, il est là. Donc en théorie, l'ID, c'est lui. Alors, s'en fout de l'enswer, c'est le choice. Voilà. Je vais copier ça, et normalement, il devrait me le trouver. J'ai pas copié, CTRL F, hop, en arrière. Voilà. Du coup, en lisant ceci, je comprends que c'est I am the answer D, qui est la bonne réponse. Alors, I am the answer D. Maintenant, je vais appliquer ce même principe au reste des questions. To be or not to be, that is the questions. On va faire to be en avant or not to be. That is the questions. Maintenant, je fais statut. J'ai bien cherché en avant, oui. Correct. Alors, le correct, son choice ID, il est là. Voilà. Maintenant, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, hop, en arrière. Et la réponse correcte était... Alors, choice ID, text data, to be. Et oui, la bonne réponse est to be. Et enfin, une dernière question. Un petit quiz sur moi-même, mon perso de jeu vidéo préféré. On trouve la réponse, pas en me connaissant bien, mais en connaissant notre RAM. Alors je vais mettre Sonic, je suis sûr que j'ai mis quelque chose. Non, ce n'est pas lui d'ailleurs. Alors, maintenant je vais faire statut. Bon, je pourrais faire statut égale correct, ça ira plus vite, mais je vais faire vite fait wrong, correct. Le chasse ID correspondant étant ici, CTRL-C, CTRL-F, CTRL-V, en arrière. Nous obtenons que la réponse est Megaman X. Next. Submit. Et 100% de bonnes réponses.
Voilà, juste en lisant correctement notre RAM. Ouais, il se ferme pas, c'est bon. Ensuite, nous allons repartir donc du coup dans mon PPT et je vais vous présenter la même pour des modifications, mais cette fois sur un jeu vidéo qui se portera plus à l'expérience. Alors dans un premier temps, je vais rappeler comment ça marche avec Cheat Engine surtout. Alors il est parfois possible, comme je le dis, de modifier du contenu en RAM directement, et on peut voir les modifications appliquées dans l'application. Ça permet de forcer des valeurs en gros. Cheat Engine peut faciliter la recherche de certaines valeurs numériques, mais ne parviendra pas systématiquement à les manipuler. Principalement dans des jeux bien faits, on va dire, où l'adresse mémoire utilisée pour stocker telle valeur est rechangée à plusieurs reprises. Dans ce cas-là, même si vous parvenez à l'isoler à un instant, il sera changé plus loin, du coup ça ne remodifiera pas comme vous le vouliez. Et parfois il est même difficile de trouver simplement cette valeur. Alors la méthodologie Cheat Engine de base, c'est vous ouvrez le processus, vous entrez une valeur que vous connaissez à rechercher, par exemple vous voyez le nombre de vues à l'écran à 10 ou un score à 100, vous l'entrez et vous faites first scan. Ensuite, vous vous débrouillez pour que dans le jeu cette valeur change, par exemple qu'elle augmente d'1 ou qu'elle soit modifiée. Et vous mettez cette valeur modifiée et vous faites next scan. Ça va commencer à isoler cette valeur. Vous répétez ces opérations jusqu'à avoir entièrement isolé l'adresse que vous vouliez. Bon, s'il en reste 3-4 identiques, c'est que le jeu vous stocke à 4 endroits dans la RAM cette valeur. Ensuite, vous pouvez tenter de la modifier. Alors là, je vous présente en image le résultat avec SuperTuxKart et je vais le faire moi-même là en vidéo dans une partie de SuperTuxKart. Voilà, maintenant je vais ouvrir SuperTuxKart dans un premier temps. Voilà. Alors, je vais créer un nouveau personnage, ce sera plus simple à présenter. Hop. Et je vais faire le mode histoire. Bon, la cinématique, je la passe. Hein. Choix du personnage. Allez, Beastie. Voilà, on arrive sur le choix du niveau. Alors vous voyez, il y a très peu de niveaux accessibles au début, c'est les petits podiums. Ceux bloqués sont représentés par ces verrous. Je peux cliquer devant, ça me téléporte à peu près comme je veux, mais voilà, je ne peux pas y accéder. Il va me dire là, par exemple, bloqué. Voilà. Alors, on va retourner au début. Et je vais juste lancer Cheat Engine. Voilà, oui. Et je vais lui dire d'ouvrir SuperTuxKart. Là actuellement, alors les points qu'il faut pour accéder à tous ces niveaux, ce sont ceux en haut à droite représentés par un 0 actuellement. Donc faire un recherche first scan sur la valeur 0. Et nous en avons 18 000. Super. C'est un peu beaucoup. Alors nous allons tout de suite changer ceci en allant ici. Faire voilà. En débutant, pas besoin de se prendre la tête avec ça non plus. Je passerai ça en accéléré sur la vidéo finale. Et voilà. Alors, ça me dit que j'ai complété un défi et voilà. Les blocs des trophées. Et je retourne sur notre carte. Et vous voyez, mon score est passé à 8 là-haut. Alors, je retourne dans Cheat Engine et je passe à 8 la recherche. Et je fais un next scan. 1361, c'est encore beaucoup. Du coup, je vais aller
Non, pas ici, c'est là que je viens. Je vais de l'autre côté, dans l'autre niveau, et là aussi je vais le passer en accéléré sur notre vidéo. Voilà, c'est allé assez vite, et je pense que maintenant je devrais pouvoir suffisamment isoler mon score pour vous présenter la modification en mémoire vive. Alors vous voyez, c'est passé à 16. Je refais une nouvelle recherche en mettant cette valeur à 16, next scan, et il nous en reste 4. Alors une seule d'entre elles est la bonne, je pense qu'en général c'est celle-là, et je vais la passer à 999. C'est bien elle, vous voyez, le score est passé à 989. Cependant, il va encore me refuser certains accès pour le moment. Alors l'explication, c'est qu'en fait il ne revérifie cette valeur pour déverrouiller les niveaux sur la carte qu'une fois qu'il a fait un chargement. Du coup on va aller sur le tutoriel, voilà, rapidement, comme ça va très vite. Et voilà. Maintenant, comme vous le voyez, tous les niveaux de la carte sont déverrouillés. Et je peux vraiment aller où je veux. Par exemple, je clique ici, voilà. Et vous allez voir qu'il ne devrait pas me refuser l'accès. Et voilà, vous voyez. C'est fonctionnel. Sur ce, on va retourner au PPT. Alors, je vais couper ça vite fait, voilà. La démonstration a été faite. Hop. Et retournons au PPT. C'est ainsi que se termine ce dernier tutoriel sur les manipulations hexadécimales. En ayant suivi mes 3 tutos, vous saurez donc manipuler l'hexadécimal, lire et essayer de comprendre le contenu des fichiers, et enfin, essayer parfois de retrouver ou de modifier des valeurs dans votre mémoire vive.